le symbolisme est un mouvement qui officiellement naît à la fin du 19e siècle. Mais en réalité, il existait dès le milieu du 19e, et notamment avec les poèmes de Baudelaire, que Rimbaud nommera « le grand voyant ». La fin du 19e siècle est marquée par une très grande effervescence scientifique et de nombreux progrès. Les chemins de fer, l'industrialisation, la photographie, le cinéma, l'expansion urbaine, les grands magasins, le télégraphe, le téléphone, et même le tout début de l'aviation et le travail à la chaîne. C'est donc un monde en mutation qui fait entrer les hommes dans l'ère du capitalisme, et la foi dans la science et dans le progrès a tendance à remplacer la foi religieuse. En fait, il semble à l'homme que tout s'explique. Des figures comme Auguste Comte, Ernest Renan ou Charles Darwin sont les représentants de ces idées nouvelles, de ce monde nouveau qui se dessine. Et ce monde est dominé par le matérialisme, par la rentabilité, le profit, l'idéal du progrès. Or, beaucoup ne se retrouvent pas dans cette vision, notamment les décadents et les symbolistes. Baudelaire déjà s'était plaint de ce bouleversement qui s'annonçait. Mais le progrès n'est pas le seul responsable de la naissance du symbolisme, parce que ce mouvement va s'élever aussi contre le Parnasse et le naturalisme. Le Parnasse, je le rappelle, mais vous pouvez voir la vidéo, est représenté notamment par Théophile Gautier et le comte de Lille, et défend le principe de l'art pour l'art, la prédominance de la forme sur le fond. Or, les symbolistes trouvent que le culte de la forme des Parnassiens est excessif. Ils n'aiment pas beaucoup non plus les naturalistes, dont Émile Zola est le principal représentant, parce que celui-ci reprend dans ses romans les théories sur l'hérédité biologique et l'influence du milieu du médecin Claude Bernard, beaucoup trop scientifique pour les symbolistes. Divers groupes littéraires se forment donc en opposition à cette vision du monde trop rationnelle, et notamment les utistes, dont feront un temps partie Verlaine et Rimbaud. Mais il y a aussi les décadents. Les décadents sont au départ très proches des symbolistes, mais les symbolistes les trouvent trop provocateurs. Bref, symbolistes et décadents trouvent le monde réel hideux, et ils vont choisir de le fuir par une inlassable recherche de beauté. Bien sûr, on trouve dans leurs œuvres, et de façon récurrente, les thèmes de la mort, le macabre, le morbide, la mélancolie, le désenchantement, le regret. Le symbolisme refuse l'optimisme qui anime la société de l'époque. Mais en même temps, contre ce monde où la science prend le pas sur le rêve, les symbolistes peuplent leurs œuvres de songes, de créatures fantastiques envoûtantes, des chimères, des sphinx, des sirènes, des tritons, des anges. Puisque cette vie n'est pas faite pour eux, il s'agit de rêver sa vie plutôt que de la vivre dans un ailleurs imaginaire ou spirituel. Mallarmé écrira par exemple dans Brise marine « Fuir, là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. » Aussi, il ne faut pas s'étonner que la poésie et la peinture symboliste explorent les thèmes du voyage, de la mythologie, de l'Orient, du mysticisme. Tout plutôt que l'ici et maintenant. Pour eux, notre monde est le reflet d'un univers spirituel supérieur. Ils vont essayer de traduire cet univers invisible grâce à des images concrètes, des rythmes et des sonorités qui fonctionnent comme des symboles pour décrypter l'invisible. Pour eux, l'univers entier est un champ de symboles. Mais qu'est-ce qu'un symbole ? Le terme symbole vient du grec ancien symbolon, qui signifie littéralement objet qu'on jette avec un autre. Un symbolon était en réalité un objet dont deux familles grecques partageaient chacune un morceau complémentaire, et ça leur permettait de s'identifier en les réunissant. C'était en fait un signe de reconnaissance. De manière plus générale, on se tiendra à la définition de Xavier Darcos dans l'histoire de la littérature française. Un symbole est l'association de deux réalités pour produire un signe nouveau. L'espérance étoile, par exemple. Le symbole associe souvent une image concrète à une abstraction. Il transpose l'idée en image, crée des analogies suggestives. Au fond, que veulent les symbolistes ? Ils veulent atteindre une vérité supérieure au-delà du réel. Ils veulent déchiffrer le monde, atteindre à l'infini. Aussi, l'écriture symboliste préfère suggérer que nommer ou décrire. Stéphane Mallarmé exprime très bien cette nécessité de suggérer. Il écrit « Je dis une fleur. Et, hors de l'oubli, où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tous les bouquets. » Les principes du symbolisme. D'abord, chez les symbolistes, il y a la volonté de déchiffrer le monde. Pour eux, le monde sensible, c'est-à-dire le monde que nous appréhendons par nos sens, n'est qu'une apparence. Cette position n'est pas sans rappeler celle de Platon, évidemment, avec le monde intelligible et le monde sensible. Derrière ces apparences se cache un autre monde, une réalité secrète, dont le poète sera le traducteur.
Pour déchiffrer le mystère des choses, le poète symboliste va donc utiliser des symboles et des images. On le trouve chez Baudelaire déjà cela, puisque dans Correspondance, il montre que entre le monde visible et le monde invisible, il y a des liens. Ainsi il écrit « La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. » Or pour Baudelaire déjà, le rôle du poète est de décoder les signes pour parvenir à la compréhension des mystères de l'univers. En fait, si le poète a besoin du symbole, c'est parce que ce symbole, c'est le point de jonction entre l'idée et le monde. Le symbole va donc désigner toute réalité visible et concrète, pouvant en évoquer d'autres, invisibles et abstraites. C'est la porte d'accès vers l'infini, vers un autre monde. Le langage, ici, n'a plus sa fonction ordinaire. Il ne sert plus à raconter, à divertir. Non, le langage ici sert à dépasser les apparences pour atteindre l'essence des choses et nous placer au cœur d'une réalité autre que celle que nous connaissons. Ça explique aussi sans doute le goût des poètes symbolistes pour les tournures recherchées complexes, les termes rares, et qui vont créer des réseaux entiers d'images. Le problème, c'est que certains textes, notamment ceux de Mallarmé, deviennent très hermétiques, voire illisibles. Comment les symbolistes parviennent à suggérer ? Eh bien, par l'emploi de mots rares, par l'emploi d'images, mais il y a aussi la musique. Dès 1871, Verlaine écrit son art poétique, justement en réaction contre l'idéal parnassien, même s'il en a été très proche. Pour Verlaine, la poésie doit se rapprocher de la musique, et les poètes symbolistes vont considérer la musique comme un art suprême, comme l'art suprême. Et des compositeurs comme Richard Wagner, ou Gabriel Fauré, ou Claude Debussy, ou Maurice Ravel ont un succès retentissant dans la génération symboliste. L'autre outil, comme on l'a dit donc, pour suggérer, ce sont les mots. La poésie doit suggérer. Sans forger de mots nouveaux, le poète doit détourner les mots courants de leur sens traditionnel. Alors forcément, pour suggérer, les symbolistes vont s'abstenir de descriptions trop concrètes ou trop réalistes. Ils vont évoquer des sensations, des impressions. Ils vont utiliser pour cela l'analogie, la synesthésie, et vont libérer ainsi la poésie de toute référence au réel, et elle ne va obéir qu'à sa propre logique. La poésie ne doit donc être ni descriptive, ni narrative, mais suggestive. Parler en poète, c'est se contenter d'une allusion aux choses. Le lecteur de se laisser conduire par d'imperceptibles indices. D'ailleurs, Mallarmé insiste et écrit « Nommer un objet, c'est supprimer les 3/4 de la jouissance du poème, qui est faite du bonheur de deviner peu à peu. Le suggérer, voilà le rêve. » Dans Une saison en enfer, Arthur Rimbaud va proposer une méthode poétique plus audacieuse, mais Rimbaud lui-même ne l'applique pas. Mais son ambition, c'est d'inventer un verbe poétique, accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens, et de noter l'inexprimable. Pour Rimbaud, les inventions verbales auraient le pouvoir de changer la vie, c'est-à-dire de créer un monde nouveau. Le poète redevient, selon l'origine même du terme, un fabricateur, un créateur. Et le verbe, c'est-à-dire le mot, retrouve sa fonction divine. Le poète, dit Rimbaud, doit devenir voyant, par un long, immense et déraisonné dérèglement de tous les sens. Si poétiquement le mouvement symboliste se meurt à la fin du 19e, en peinture, en architecture, en sculpture, on le retrouve sous le nom de l'art nouveau, parce que l'art nouveau vise à concilier la beauté et l'utilité. Le symbolisme va laisser place à d'autres mouvements, bien sûr, mais parmi eux, les plus connus sont le dadaïsme de Tristan Tzara et surtout le surréalisme, avec André Breton comme chef de file. Le surréalisme va être influencé à la fois par Rimbaud, mais aussi par les découvertes de Sigmund Freud sur l'inconscient. Et le surréalisme, en héritier du symbolisme, va conserver une place prépondérante au rêve et à l'imagination.